Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission sociétale qui traite de sujets de société. Ce soir, nous aborderons la thématique de l'enfant handicapé. Cette thématique, nous l'aborderons en deux parties. Lorsqu'on parle du handicap chez l'enfant, à quoi fait-on référence? Comment communiquer avec un enfant déficient auditif? Vivre en étant malvoyant? Et puis la musicothérapie pour les enfants autistes. Toutes ces questions seront abordées dans la première partie de cette émission. En deuxième partie, éducateurs, membres des ONG, nous parlerons de la prise en charge de l'enfant handicapé dans différents pays d'Afrique. Les enfants handicapés sont présents dans toutes les cultures, tous les contextes et toutes les sociétés. L'Organisation mondiale de la santé reconnaît 3 types de handicap. Le handicap physique, par exemple, quand on est paralysé. Le handicap sensoriel, malvoyant, non-voyant ou malentendant. Et le handicap mental, par exemple, quand on a des déficiences intellectuelles. Les enfants handicapés englobent les enfants ayant des déficiences motrices, de locution, visuelle, auditive, d'apprentissage, intellectuelle cachées multiples qui sont handicapés du fait de leur exclusion et discrimination. Les enfants avec des incapacités légères peuvent être gravement handicapés par le manque d'accès à leurs besoins et leurs droits fondamentaux. Les enfants porteurs de handicap ont des difficultés à vivre comme les autres de leur fragilité et des obstacles que ces différences provoquent dans leur vie quotidienne. Les droits des personnes porteuses de handicap, y compris des enfants et des jeunes, sont protégés par un texte international, la Convention relative aux droits des personnes handicapées, adoptée en 2006 par les Nations Unies. Une équipe de la Belle Télévision a promené son micro à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar pour poser la question aux étudiantes sur cette thématique. Je m'appelle Karija Diomandé, je suis en année de thèse en pharmacie. Par rapport aux enfants handicapés, je peux dire, d'une part, ce sont des enfants comme les autres. Parce que comme tout le monde, ils ont des droits, on ne va pas les stigmatiser parce qu'ils ont un handicap et tout. Mais il faut reconnaître aussi qu'ils rencontrent beaucoup plus de difficultés par rapport à certaines choses que des enfants qui ont eu la chance d'être bien portants. Du coup, à ce niveau-là, il y a certaines mesures qui doivent être prises en compte pour les permettre d'être mieux insérés dans la société. Déjà, il y a plusieurs types d'handicap. Pour les enfants qui ont par exemple des problèmes de vue, il faut qu'on leur permette d'avoir l'accès à l'éducation. Du coup, qu'on leur permette d'avoir des structures scolaires où ils peuvent s'épanouir. Du coup, c'est pour celui qui a un handicap moteur, il y aura des mesures à prendre. Pour celui qui n'entend pas, il y aura des mesures à prendre et ainsi de suite. Je m'appelle Marianne, je suis étudiante ivoirienne en faculté de pharmacie. Je suis en thèse de pharmacie, voilà. Je prépare mon doctorat. Je pense que les enfants handicapés ne doivent pas être marginalisés parce que après tout, ils sont comme les autres. Ils n'ont pas décidé, ils n'ont pas choisi eux-mêmes d'être handicapés, donc ils sont quand même comme les autres et ils ne doivent pas être marginalisés pour ça. Je pense que c'est des enfants qui ont envie de vivre leur enfance, qui ont envie de jouer comme tous les autres enfants. Mais c'est en général difficile parce qu'il y a le regard des autres, il y a les parents même qui n'acceptent pas souvent et c'est souvent difficile pour eux de s'adapter, de s'intégrer dans le monde avec les autres enfants de leur âge. Je me nomme Marie-Pascale Latte, je suis étudiante en 6e année de médecine à la faculté de médecine de l'UCAD. Ce sont des enfants comme les autres, selon moi. Parce que, tout d'abord, ce sont des enfants. En matière d'enfants, il n'y a pas d'enfants différents. On est tous pareils. Même si c'est vrai qu'ils ont certaines attentes de certains organes, mais ce n'est pas pour autant qu'on va les mettre à l'écart. Ce sont des enfants comme nous. Ils ont droit à l'éducation. Ils ont les mêmes droits que nous. Je connais une famille qui a une petite fille autiste. Mais la famille a su s'adapter. Ils ont vraiment entouré la petite, donc ça fait que elle est différente, mais elle se sent à sa place en fait dans sa famille. Et ça fait que tout l'entourage de la famille la prend comme telle. Tout le monde n'a pas cette force-là mentalement d'accepter, d'assumer le fait d'avoir un enfant handicapé. Souvent, les gens considèrent ça comme un échec et
Bon, c'est difficile de les blâmer. C'est vrai que ça reste quand même leur enfant. Ils doivent agir différemment, mais c'est quand même difficile de les blâmer pour ça. Mais s'il y avait plus un suivi psychologique autour de ça, peut-être que ça allait être différent. Qu'ils continuent de s'accrocher. Ils s'accrochent déjà depuis le début, qu'ils continuent, c'est la vie. Et puis qu'ils essaient de mettre à disposition de leur enfant les moyens qu'il faut, l'amour et le soutien. Parce que c'est difficile pour eux, c'est encore plus difficile pour l'enfant. Donc, qu'ils soutiennent l'enfant et puis, voilà. Je lui dirais que de ne pas trop prêter attention au regard extérieur, parce que souvent c'est plus des interrogations que de la malveillance. Les gens vont forcément regarder parce que c'est des enfants qui n'ont pas l'habitude de voir. Donc, se détacher du regard extérieur et accepter l'enfant tel qu'il est, parce qu'après tout, elle n'a pas choisi et c'est son enfant. Donc, elle le prend et elle le prend comme tel et elle le couvre de tout l'amour dont il a besoin. Je lui dis de l'aimer comme s'il n'avait pas de différence, de l'aimer comme si c'était un enfant. Je ne vais pas dire normal parce que c'est un enfant normal. De l'aimer tout court parce que c'est son enfant. Même si c'est vrai qu'il ne présente pas les mêmes caractéristiques que les autres enfants, mais c'est son enfant, c'est son être. Il vient de son sein, donc elle doit l'aimer plus que tout. Pour pas qu'elle le mette à l'écart ou bien qu'elle soit frustrée, voilà, ou bien qu'elle soit triste, quoi. Mais pas, voilà. Il faut qu'elle l'aime parce que c'est son enfant. Et ces enfants-là ont beaucoup besoin d'amour parce que souvent, les gens ont des regards indiscrets, ils les regardent comme étranges, mais elle doit l'aimer pour ne pas qu'ils se sentent à l'écart d'abord. Selon moi, c'est ce qu'elle doit faire. Il y a quand même des associations, des ONG qui viennent en aide aux enfants handicapés. Il y a même des centres spécialisés pour leur éducation. Et selon moi, c'est quand même un bon début. Je sais quand même qu'il y a des organisations internationales, des écoles, même dans les écoles, il y a des enfants handicapés qui suivent le parcours scolaire comme tous les autres. Je sais qu'en Côte d'Ivoire, par exemple, il y a des structures pour ça, pour les enfants handicapés. Il y a par exemple la page blanche, je ne sais pas si vous connaissez, mais à la page blanche, eux, ils s'occupent des enfants autistes, des enfants qui ont certains handicaps. Donc, je me dis qu'il y a quand même des endroits qui sont adaptés à leurs besoins. Nous continuons avec Madame Marina Boissa. Elle est gabonaise, elle est maman d'un enfant hémiplégique et avec elle, nous allons voir ce qu'elle traverse. Ce qu'elle traverse, elle est également en ligne. Madame Marina Boissa, bonsoir. Bonsoir Mireille, bonsoir à toute l'équipe de Label TV et bonsoir également à tous les téléspectateurs de cette chaîne. Présentez-vous à nos téléspectateurs. Je suis Marina Boissa. D'abord, je suis Mandema Menguiré, Marina Armel, épouse Boissa, plus connue sous le pseudonyme de Marina Boissa. Donc, je suis journaliste, présentatrice et producteur. Actuellement, je produis une émission de littérature sur une chaîne nationale. Alors, vous êtes maman d'un enfant handicapé. Comment cela se passe-t-il pour vous au quotidien à la maison? Effectivement, je suis la maman d'un petit garçon âgé aujourd'hui de 7 ans. Il prend 8 ans en septembre prochain, le 20 septembre 2021. Le quotidien, il est, on va dire quoi? Il est on va dire normal, mais peut-être pas aussi normal, parce que Emmanuel, je découvre sa maladie à l'âge de 4 mois. La tête ne tenait pas, et donc je me suis rendue auprès d'un médecin, un pédiatre à l'hôpital régional de Melaine, où j'ai demandé à rencontrer un pédiatre, et le pédiatre me dira que la tête de l'enfant ne tient pas, que la tête de l'enfant, elle est petite. C'est du moins ce qu'il m'a dit, que la tête de l'enfant, elle est petite et qu'il a une malformation crânienne. Tout de suite, je n'ai pas accepté le problème, je n'ai pas accepté la maladie. Je me suis alors rendue dans un autre hôpital et à l'hôpital, là-bas, on m'a confirmé que l'enfant avait effectivement une microcéphalie et qu'il fallait faire un scanner. Dans le scanner avait révélé qu'il était hydrocéphalie. Donc, le quotidien, aujourd'hui, Emmanuel a 7 ans. Il est
je n'ai pas envie de dire que c'est un enfant normal, mais je fais en sorte, moi je veux le considérer, moi je le considère comme un enfant normal. Et donc, le matin, il prend son petit déjeuner, il prend son bain, il mange comme tout autre enfant. Mais bien sûr qu'il ne mange pas lourd comme les autres, mais je fais en sorte qu'il ait cette atmosphère normale. Donc, le quotidien, il est normal. Il va à l'école, il est certes qu'il ne marche pas, qu'il ne parle pas, mais je fais en sorte qu'il se sente tranquille, bien dans son entourage. Il est dans une école spécialisée. Je l'ai inscrit en janvier dernier à Tous Différents. Et dans cette école, il suit des cours il fait des séances de kinésie, il fait des séances de psychomotricité. Donc, voilà quoi. Vous êtes également une maman active sur le plan professionnel. Comment concilier justement cette vie de travail avec cette vie familiale, maman avec un enfant hémiplégique? Il faut avouer que ce n'est pas facile parce que déjà, j'ai perdu mon précédent emploi et on va dire que c'est un tout petit peu en partie parce que Emmanuel, en dehors du fait qu'il soit un fil moteur cérébraux, il fait également des crises d'épilepsie et qu'il arrivait de moments que lorsque je dois me rendre à mon lieu de travail, qu'il fasse une crise d'épilepsie et puis je ne vais pas, moi, me précipiter à aller à mon lieu de travail alors que mon enfant est en train de faire une crise. Donc, tout de suite, je me mets à m'occuper de mon enfant. Donc, voilà quoi. Et comment est-ce que je fais pour concilier les deux? J'avoue que je bénis le ciel parce qu'il m'a donné un homme formidable. Il m'a donné un mari vraiment très bien. Un homme très compréhensif, un homme adorable. Et c'est avec cet homme qu'on essaye tant bien que mal de s'arranger, de faire en sorte que mon quotidien ne soit pas si lourd. Lorsque Emmanuel doit aller à l'école et que moi, par exemple, j'ai des productions, parce qu'aujourd'hui, c'est ce que je fais. Je me consacre maintenant plus à la production, ce qui fait en sorte que je vais au travail uniquement quand j'ai des productions. Et donc, avec mon mari, on s'arrange. Lorsque j'ai des productions, je lui demande s'il peut emmener l'enfant. Au cas où il est indisponible et que je dois tourner, ben, je prends mon petit garçon, je le mets sur mon dos et puis on fonce, quoi. Je le dépose à son école et puis moi, je continue dans mes productions, je continue à mon lieu de travail. Donc, c'est ça. C'est avec mon mari qu'on essaye de s'arranger, d'améliorer notre quotidien. Je peux tout de suite imaginer que là, il a faim, par exemple. Lui, il est du genre, on peut sortir, on va sortir toute la journée, il ne va pas manger, il ne va pas pleurer dehors. Mais dès qu'on arrive à la maison, ben, monsieur se met à manifester qu'il a faim. Il se met à manifester qu'il a faim. Donc, comme je le disais, ça devient maintenant un peu plus instinctif. Je peux savoir que là, il veut manger, là, il veut boire de l'eau, là, il veut qu'on aille lui donner son bain parce que sa couche est trempée ou parce que il a fait des selles sur lui. Donc, voilà un peu, quoi. Ça devient instinctif. Je peux imaginer tout de suite que mon enfant a besoin de ça, même s'il ne parle pas. En fait, ça devient, comme vous le dites, ça devient une forme de langage. Il ne parle pas, mais il a son langage à lui de parler à son père, de parler avec son frère, même lorsque son petit frère, parce que j'ai un petit garçon d'1 an, qui de fois lui prend ses jouets et puis il se met à crier, il se met à se fâcher, il veut même descendre du fauteuil ou de sa chaise pour aller récupérer ce qui lui appartient. Donc voilà, nous communiquons comme ça. Alors, bénéficiez-vous d'un soutien, peut-être de structures d'ONG ou même l'État vous soutient-il dans la prise en charge du handicap de votre enfant? Georges Emmanuel, jusqu'à aujourd'hui, n'a pas bénéficié de l'aide de l'État, mais n'en déplaise qu'il soit, comment on appelle, assuré à la CNAMGS. Donc, il a une assurance maladie, CNAMGS. Avec ça, ça nous permet de prendre des médicaments à moindre coût. Mais par contre, je suis membre d'une association, d'une ONG, pas d'une ONG, mais d'une association des infirmes moteurs cérébraux.
Et donc, avec cette association qui a signé dernièrement un partenariat avec l'école Tous Différents, l'école a demandé que 10 des enfants de l'association entrent gratuitement au sein de l'école. Maintenant, Emmanuel, lui, avait déjà commencé l'école bien avant. J'avais d'abord commencé à payer. Donc, quand l'association a signé le partenariat avec Tous Différents, Emmanuel a bénéficié de la gratuité. Gratuité qui s'achève d'ailleurs cette année également. Donc, à partir de l'année prochaine, je vais devoir reprendre à payer de moi-même avec mon revenu. Donc, voilà un peu. De l'État, nous n'avons aucune aide, si ce n'est la CNAMGS, mais avec des petites associations qui nécessitent là, oui. Ça nous aide quand même. Et puis, il faut avouer qu'à partir de cette association, j'ai pu découvrir beaucoup de choses. J'ai pu découvrir qu'il y avait des enfants qui pouvaient marcher, qui pouvaient parler. Voilà un peu qui m'a un peu poussée en disant que mais si les enfants des autres peuvent faire ça, ça veut dire que mon enfant également pourra marcher demain. Donc, voilà un peu ce qui m'a encore plus boostée dans mon engagement avec mon fils. Depuis le début où j'ai découvert la santé de mon enfant, ma famille m'accompagne beaucoup. Ma mère particulièrement m'a beaucoup soutenue. Elle était toujours avec moi lorsque je découvre la maladie d'Emmanuel. Et qu'après, lorsqu'on découvre qu'il souffre d'une hydrocéphalie, on a dû l'implanter une valve dans la tête. La valve n'a pas tenu. À un moment donné, la valve sortait du cerveau de l'enfant. La tête était ouverte. Il a fait des mois et des mois avec la tête ouverte. Et donc, il devait toujours se balader avec une bande sur la tête. À côté de ça, il ne dormait pas. Il ne dormait pas. On passait tout notre temps, la plupart du temps à l'hôpital parce qu'il tombait à chaque fois malade. Et donc, ma maman était toujours là. Mes petites sœurs m'accompagnaient, étaient là avec moi. Et en ce temps-là, j'étais étudiante. J'étais étudiante à l'université de Marbourg. Donc, lorsqu'il fallait aller faire des examens, je demandais à ma petite sœur de me remplacer à l'hôpital. Ben, elle n'hésitait pas. Je demandais à ma maman de me remplacer à l'hôpital. Elle n'hésitait pas. J'ai également une amie qui m'a beaucoup soutenue, Vivian Benin. Elle m'a beaucoup soutenue pendant cette période sombre de ma vie. Donc, c'est dire que beaucoup de personnes m'ont accompagnée. J'ai des collègues également qui, deux fois, m'aident comme ça. Ils peuvent me donner un 10 000, un 20 000 pour l'enfant. Donc, voilà un peu. Il faut dire que mon entourage me soutient quand même. Et surtout mon mari. La grossesse d'Emmanuel, elle était beaucoup désirée, aussi bien par moi que par son père. Elle était beaucoup désirée. Et lorsque le médecin me dira que l'enfant a une malformation crânienne, ça a été un choc. Ça a été un choc, c'est bien que je n'ai pas accepté. J'ai refusé d'accepter cette situation. J'ai refusé d'accepter ça. Je me suis dit non, c'est impossible parce que cette grossesse, je l'ai suivie. Je l'ai suivie du premier au dernier jour. C'est bien que même lorsque j'avais le petit mal dedans, j'étais à l'hôpital. J'étais à l'hôpital, rencontrer mon gynécologue, savoir est-ce que j'ai un problème. Et même lorsque j'étais en consultation prénatale, ma question était toujours au médecin, est-ce que mon enfant se porte bien? Et la réponse était toujours positive. Donc, lorsqu'on vient me dire que mon enfant est malade, j'ai dit non, c'est impossible. Parce que cette grossesse, je l'ai suivie. Je l'ai suivie. Et donc, à un moment donné, lorsqu'il fallait passer par cette épreuve, je me suis dit, à quel niveau est-ce que j'ai raté? Qu'est-ce que je n'ai pas fait? Donc, vraiment, à un moment, je me suis culpabilisée. Je me suis dit, peut-être c'est moi. Je me suis dit, peut-être c'est moi. J'ai peut-être négligé quelque chose. Mais après, dans le fond, lorsque je regarde, je dis, non, il y a quelque chose qui n'a pas marché. Donc oui, à un moment donné, je me suis culpabilisée. Si je commence à faire attention au regard de l'autre, je ne vais pas avancer. Parce que même le fait de monter dans le taxi, aller le déposer à l'école, je dois affronter le regard des autres. Je vous disais tout à l'heure qu'il m'arrive de moments lorsque mon mari et moi, on n'arrive pas à s'entendre sur comment est-ce qu'on va aller déposer l'enfant ou s'il n'a pas eu le temps d'aller le déposer. Moi-même, je le prends. Si on n'a pas eu la voiture disponible, si
parce que j'ai dû louer un taxi. Moi, nous avons dû louer un taxi qui le transporte. Lorsque le taxi n'est pas disponible, je le prends sur mon dos, je le mets sur mon dos et puis on marche. Et donc, si je dois commencer à regarder, à faire attention qui me regarde, qui fait quoi, je ne vais pas avancer. Donc, nous assistons aux cérémonies. Nous partons à des cérémonies, on peut nous inviter ici et là. Je prends mon fils, je l'emmène. Maintenant, si les personnes qui sont devant ne veulent pas de mon enfant ou ne veulent pas de mon enfant, c'est qu'ils ne veulent pas de moi. Je suis avec mon enfant et puis je m'en vais. Donc, voilà quoi. Je l'emmène avec moi partout. Mon mari et moi, nous l'emmènons partout où nous allons. Nous avons une réception à tel endroit, nous le soulevons. Nous partons ensemble, quoi. S'il faut manger, moi-même, je le fais asseoir sur mes cuisses, ou mon mari le fait asseoir sur ses cuisses, et puis il donne à manger. Voilà, le regard d'autrui, on s'entend du regard d'autrui. Avec le regard d'autrui, on peut mourir si on commence à voir, mais qui nous regarde? On va s'apitoyer. Je connais des gens qui gardent leurs enfants fermés dans la maison. Je connais des gens qui sont allés déposer des enfants dans des orphelinats parce que l'enfant est malade, parce que l'enfant ne marche pas, parce que l'enfant ne court pas, parce que l'enfant ne s'assoit pas. J'en connais qui sont allés déposer dans des villages parce qu'ils ne veulent pas vivre avec ce problème. Et moi, j'ai dit, c'est mon problème, c'est mon enfant, je ne vais pas le jeter, je ne vais pas l'abandonner. Donc, je le prends avec moi. Partout où je vais, il est mon sac, je l'emmène avec moi. Après, au fur et à mesure qu'il grandit, je deviens moi-même un médecin. Et j'ai appris moi-même à m'occuper de mon enfant en regardant un peu comment ça se passe sur Internet, voir un peu d'autres enfants qui sont dans la même situation que lui. J'ai appris moi-même à devenir cette infirmière, à devenir ce médecin qui peut prendre en charge son enfant. Donc, son alimentation, j'évite au maximum qu'il soit différent. Ce qui fait en sorte que tout ce que nous mangeons à la maison, je le lui donne. Sauf que pour lui, étant donné qu'il ne mâche pas, nous sommes contraints de vraiment écraser. Si c'est la banane mûre, nous l'écrasons avec la fourchette ou avec la cuillère, de sorte que lorsqu'il va prendre, que ça puisse glisser tout simplement. Et donc, on mélange avec de la sauce. Les aliments qu'il aime le plus, il aime beaucoup le poisson, il aime beaucoup les légumes. Donc, voilà. Et associé à ça, on lui donne beaucoup de pommes de terre, on lui fait de l'igname, on lui donne des patates et on lui donne de la banane mûre. Donc, voilà. Mais ce qu'il refuse le plus souvent, c'est le riz. Parce que le riz, c'est compliqué pour lui. Au moment où il se met à tousser quand il est en train de manger du riz. Donc, voilà. Nous ne lui donnons pas... Nous ne l'habituons pas à ne pas manger ce que nous mangeons. Vraiment, nous refusons ça. Nous lui donnons ce que nous mangeons. C'est bien que je ne fais pas de repas pour lui, mais je fais un plat pour nous. Il a son assiette. Bien sûr qu'il faudrait émietter, il faudrait écraser, il faudrait, mais c'est la même sauce que ce que moi je vais manger, c'est le même repas que son père va manger, c'est le même repas que son petit frère va manger. Voilà. Avec son petit frère, c'est un peu chaud, mais les deux s'entendent bien. À un moment donné, tu vas voir le petit frère, parce qu'il est encore tout petit, il n'a que 1 an. Il va me voir avec son grand frère sur les cuisses. Il va venir discuter la place. Non, c'est pour moi, quoi. Tu as duré sur les cuisses de maman, donc libère la place. Avec lui, à un moment donné, tu vas voir, il va venir prendre son frère par la main. Des fois, tu vas voir, il va venir le prendre par la tête, par les joues. Et puis, quand il veut être méchant, il vient arracher les jouets. Et puis, l'autre se met à crier. Donc, entre les deux, la communication, elle est tranquille. J'aimerais dire que c'est la communication entre grand frère et petit frère. C'est bien, il y a des moments quand son petit frère vient prendre, il le regarde tout simplement pour faire comme tu veux, quoi. Donc, voilà. Nous n'avons pas de personnel à la maison. Moi-même, avec mon mari, nous nous occupons de la maison, nous nous occupons des enfants, des deux. Lorsque nous devons nous déplacer le matin, aller à nos lieux respectifs, nos lieux de travail respectifs, si moi j'ai des productions le même jour, si j'ai des productions par exemple aujourd'hui et que lui il doit travailler parce qu'il il est de garde, pardon. Donc nous faisons quoi le matin, on se réveille nous tous et puis moi je lave les enfants et puis toi tu les habilles.
Bon, moi, j'ai terminé de les habiller. Bon, on voit comment, est-ce qu'il faudra faire le petit déjeuner à Manu qui va à l'école, ou est-ce que le temps nous a déjà été, le temps est épuisé et qu'on doit filer, on va peut-être lui prendre un yaourt en chemin. Donc voilà un peu, c'est comme ça que ça se passe. L'épisode malheureux, c'est la première fois qu'il a été opéré. La première fois qu'il a été opéré, j'étais seule à l'hôpital ce jour-là. Et moi-même, j'ai emmené mon fils dans les bras. J'étais assise sur le brancard. Lorsque le médecin est venu me prendre l'enfant dans les bras, j'ai vu ça comme si c'était... j'ai vu ça comme si on venait de l'arracher. Parce qu'ils l'ont emmené au bloc. Je n'ai pas respiré un seul instant. Ils ont fait plus d'1 heure pour l'installer la valve dans la tête. J'étais là assise en train de méditer, de pleurer, de revivre un peu le film. Donc, c'est l'épisode le plus triste parce qu'au sortir de là, j'ai également dû attendre qu'il se réveille. Et j'étais là également toute seule à attendre qu'il se réveille. Et quand il s'est réveillé, il pleurait que je voulais le prendre dans mes bras. Mais les médecins me disaient non, vous ne devez pas le toucher. Je voulais le reconforter. Les médecins me disaient non, ne le touchez pas, il sort de l'anesthésie et tout. Donc c'est vraiment l'épisode malheureux, le plus malheureux que j'ai vécu de toute sa situation sanitaire. Maintenant, l'épisode le plus heureux, c'est quand il est allé à l'école. Lorsque je suis allée d'inscrire avec son père, on arrive au portail, je dis, waouh, mon enfant, enfin, il va à l'école, même s'il ne se met pas debout. Mais ça a dégagé en moi un espoir. J'ai vu que je pouvais venir également, parce que je voyais les autres aller déposer leurs enfants à l'école, je voyais les autres attraper le sac de leurs enfants. Non, je m'en vais chercher, ils sont en train de rentrer. Quel plaisir de voir comment un père ou une mère accompagne son enfant à l'école. Et moi, pour la première fois en 7 ans, ou du moins en 6 ans, parce qu'il a commencé l'école là en janvier, la première fois, je pouvais voir mon enfant rentrer dans une école, rentrer dans une salle de classe où il sera pris véritablement en charge. Donc voilà un peu les événements qui m'ont marqué. Et si vous aviez un mot à dire aux mamans qui vous regardent, aux mamans qui nous regardent ce soir, peut-être un petit mot d'encouragement, que diriez-vous? Mais je lui demanderais tout simplement de continuer à se battre. D'abord, ces enfants ont tout simplement besoin de l'amour. L'amour est leur premier aliment. Et si tu n'as pas d'amour, si tu n'as pas ça ici, c'est compliqué parce que il y a un adage qui dit la plus belle femme au monde ne peut donner que ce qu'elle a. Et si tu n'as pas l'amour au fond de toi, ben, tu ne vas pas le communiquer également aux autres. Donc il faut d'abord avoir de l'amour. Il faut avoir ça ici, plein dans le cœur pour en donner. Et ces enfants ont besoin d'abord de ça. Pas autant plus qu'avoir de la nourriture, on va dire, du matériel, qu'il ait de meilleurs soins. Mais si les gens ils sentent qu'ils sont aimés, qu'ils sont acceptés, qu'ils sont appréciés à leur juste valeur, ben, ça ouvre le cerveau et puis ça dit, ben, je peux avancer. Même mon fils, quand je lui dis tu vas marcher, il sourit. Comme pour me communiquer que lui, maman, je vais marcher. Et donc, si j'ai un conseil à donner à ces mamans, à ces femmes, d'abord à ces femmes qui luttent pour moi, de continuer et de ne pas abandonner. Et maintenant, à ces femmes qui ont abandonné, je leur demanderai tout simplement de se ressourcer et de s'accrocher à quelqu'un qui est plus fort et qui peut changer la situation. C'est celui qui en haut. On dit, il ne nous donne pas un poids qui soit plus lourd que nos épaules.
Moi, je me suis toujours dit, s'il a fait en sorte que j'ai cet enfant, c'est parce qu'il veut il veut montrer certainement aux yeux du monde que quelque chose peut se passer et que nous allons y arriver. Et je crois fermement que je vais arriver avec mon fils. Si j'ai pu voir d'autres enfants, comme je l'ai dit tantôt, que j'ai vu au sein de l'association, un enfant qui ne marchait pas, qui ne parlait pas, qui ne s'asseyait pas, qui ne courait pas, il est, comme on dit, légume. Aujourd'hui, il court. Aujourd'hui, il marche. Aujourd'hui, il parle. C'est vrai qu'il ne parle pas comme vous et moi normalement, en articulant très bien les mots, mais il parle. C'est pour dire qu'il y a de l'espoir. Si lui, il a pu le faire, c'est ce dont je me suis dit, si cet enfant a pu le faire, pourquoi pas le mien? Pourquoi pas le mien? Alors, le mien peut également marcher. Le mien peut également courir. Le mien peut également s'asseoir, se lever, jouer comme tout autre enfant. Donc, le but est de ne pas abandonner. Pour toutes ces femmes qui partent abandonner les enfants dans des hôpitaux, dans des orphelinats, dans des villages, je leur demanderai tout simplement d'aller récupérer leurs enfants parce que qui d'autre qu'une maman pour élever son enfant? Qui d'autre qu'une maman pour donner de l'amour à son enfant? Il n'y en a pas. La preuve en est que lorsque ta maman est partie, elle est partie, c'est fini, il n'y a personne d'autre qui va prendre sa place après. Donc, lorsque vous allez déposer ces enfants dans les orphelinats, vous êtes sûr que les mamans de ces orphelinats s'occupent mieux de votre enfant que vous? Je dis non. Ça, je dis non. Donc, je leur demanderai tout simplement de prendre le courage, de se ressaisir et d'aller de l'avant. Bon, mon dernier mot va à l'endroit du gouvernement. Mon dernier mot va à l'endroit du chef de l'État. Mon dernier mot va à l'endroit de toute la communauté internationale. La Belle TV est vue à l'international. Donc, j'aimerais tout simplement demander au chef de l'État et à son gouvernement de penser à ses enfants. Il n'y a pas que les enfants, il n'y a pas que les malades de sida, il n'y a pas que les séropositifs, il n'y a pas que les tuberculeux, il n'y a pas que les enfants atteints de paludisme, et puis il n'y a pas que le coronavirus. Il y a ces enfants atteints d'infirmité motrice cérébrale. Ils sont nombreux. Nous ne connaissons peut-être pas le nombre exact, mais ils sont nombreux. Je suis sûre que dans une maison, dans chaque maison au Gabon, il y a au moins un enfant. Ou du moins dans chaque famille gabonaise, il y a au moins un enfant atteint de cette infirmité motrice cérébrale. Un enfant qui ne marche pas, qui ne parle pas, qui ne s'assoit pas. Voyez un peu la lourde charge qui pèse sur ses parents. Nous n'avons pas d'école spécialisée publique pour ces enfants. Et pourtant, il y en a privés. Mais privé, qui dit privé, dit argent. Combien sont-ils qui mettent ces enfants dans des structures spécialisées privées? Nous tous, nous n'avons pas 150 000 francs chaque fin du mois pour aller dépenser pour l'enfant. Nous tous n'avons pas 80 000 francs. Mais pourtant, ce sont les montants que nous retrouvons là-bas. Si je suis étudiante ou si je n'ai pas de travail ou d'emploi, comment est-ce que je fais pour mettre mon enfant dans une école spécialisée? Alors, je demanderai tout simplement à toutes ces personnes de venir en aide. S'ils peuvent contribuer, ne fût-ce que ça, parce que ces enfants ont besoin de vous. Ces enfants ont besoin d'eux. Ils ont besoin d'eux. Moi-même, je l'ai vécu. C'est pas facile d'élever un enfant atteint d'infirmité motrice cérébrale. Ce n'est pas facile. Parce que il a besoin de soins. Aussi bien de soins médicaux, aussi bien de suivi. Il doit manger, il doit boire. Les couches seulement, on peut dépenser au moins un paquet de couches par semaine. Et un paquet de couches, c'est 5 000. Si on doit dépenser 5 000 francs rien que pour les couches, qu'en est-il des mamans qui n'ont pas de revenus? Donc, vraiment, c'est ma voix aujourd'hui, je la prête à toutes ces mamans pour dire aidez-nous à aider nos enfants. Madame Marina Boissa, merci, merci d'avoir contribué sur cette thématique. Merci pour votre témoignage. Nous continuons cette émission. Nous avons également Madame Marie-Thérèse Gandhi. Bonsoir.
Présentez-vous à nos téléspectateurs. Bonsoir, chers téléspectateurs. Je m'appelle Marie-Thérèse Nganji, actuellement retraitée. J'ai été près de 10 ans secrétaire général de Caritas Gabon. Caritas Gabon est une organisation de l'Église catholique. Elle s'occupe des personnes handicapées, des pauvres, et les aide à voir la vie autrement. Elle mène beaucoup plus des actions sociales et elle s'occupe aussi des personnes abandonnées, donc enfants, adultes et tous ceux-là qui ont vraiment besoin de leur dignité. Elle s'occupe à rendre aux personnes leur dignité. En fait, Caritas veut en quelque sorte dire, c'est un mot latin qui veut dire charité. Donc c'est une organisation qui organise la charité dans l'Église catholique. Et je coordonnais toutes les activités de toutes les caritas paroissiales diocésaines du Gabon. J'ai eu à côtoyer les personnes handicapées, beaucoup plus d'adultes, et j'ai eu également à visiter quelques centres de formation pour enfants handicapés. Bon, les enfants handicapés sont repliés sur eux-mêmes. Ils sont beaucoup plus avec ceux qui sont comme eux. C'est-à-dire que pour moi, un enfant handicapé, du fait qu'il ne puisse pas marcher, du fait qu'il ne puisse pas entendre, il a vraiment beaucoup de difficultés. Il est nerveux vis-à-vis d'un enfant qu'on peut dire normal. Parce qu'il ne peut pas, il se rend compte qu'il ne peut pas faire la même chose, c'est-à-dire jouer, courir, entendre. Et de ce fait, il se replie sur lui-même et il préfère jouer avec d'autres enfants handicapés, c'est-à-dire qu'ils sont là, ils ont leurs jouets. Et si les parents ne les entourent pas suffisamment, quand ils seront adultes, ils auront beaucoup plus de problèmes. Donc il faut l'amour des parents pour qu'ils se sentent enfants. Vous savez, les enfants, d'une manière générale, quand ils voient les autres qui n'arrivent pas à marcher, tout de suite, ils sont en train de rigoler. Bon, c'est parce que ce sont des enfants. Ils ne se rendent pas encore compte que cet enfant qui ne peut pas marcher, c'est un enfant comme lui. Donc, cet enfant handicapé se sent rejeté des autres et il se replie sur lui-même. Il y a effectivement des associations qui les accompagnent. Je prends le cas de Caritas parce que j'y ai travaillé. On y allait souvent, enfin, ils mettaient en place une organisation et ils demandaient justement le concours aussi de l'État. L'État les aide aussi beaucoup pour essayer d'entrer dans la vie active. J'ai connu un des responsables qui vraiment travaillait dur pour que certains handicaps puissent entrer dans certaines sociétés. Ceux-là qui ont fait des études autres que les petits métiers, c'est-à-dire l'artisanat, la manucure, la pédicure, ceux-là qui travaillent beaucoup plus avec leurs mains. Donc, j'ai rencontré par exemple quelqu'un qui avait fait comptabilité et qui me disait qu'il avait trouvé un très bon travail et qui travaillait d'ailleurs. Bon, malheureusement, je pense qu'avec le temps, il a dû partir de là.
Et il disait qu'il s'épanouissait dans son travail et que vraiment c'était intéressant. Bon, c'est ce que je dis, ceux-là qui n'ont pas vraiment pu faire des études parce que les parents ne pouvaient pas les accompagner, ne pouvaient pas les aider. Ceux-là, effectivement, ont beaucoup de difficultés en tant qu'adultes. Et dans leur organisation, ils essayent d'aider ceux-là, de se battre pour que ceux-là aussi aient une petite place dans la vie active. Mais il n'y a que des formations. On les permet, même en tant qu'adultes, d'autres vont, par exemple, dans des salons de coiffure pour essayer de se former. Et de plus en plus, à l'heure actuelle, ils trouvent des petits boulots, des boulots à faire dans les sociétés. Je dirais que pour insérer un enfant handicapé dans la vie active, il faudrait que les parents soient vraiment sensibilisés, qu'ils se disent que ce n'est pas un enfant à part et qu'ils essayent de les emmener dans les maisons de formation pour que plus tard ils puissent faire quelque chose de bien. Actuellement, en tout cas à Libreville, vous avez de ces maisons qui acceptent des enfants handicapés. Bon, je vois au niveau de Caritas Gabon, nous avons, par exemple, dans les maisons arc-en-ciel, il n'y a pas que les enfants de la rue qui y sont. Bon, il y a certains enfants handicapés puisque le social les aide en leur fournissant des chaises. Et ben, beaucoup se déplacent et vont faire des formations. Donc, je pense que quand ils seront adultes, ils seront conscients et puis pourront s'intégrer. Généralement, les handicapés, ils préfèrent avoir leur propre affaire, c'est-à-dire que leur propre société, ils montent une petite affaire et ils y travaillent. Et beaucoup réussissent comme ça. Beaucoup vont même, ceux-là qui n'ont pas pu avoir des formations, ben, ils mettent des affaires, l'État les aide et ils essayent de vendre certains produits et c'est comme ça qu'ils s'épanouissent, quoi. Je dirais que j'ai côtoyé beaucoup d'handicapés. Et je disais beaucoup d'organisations aussi, puisque quand on avait nos rencontres, on invitait un peu les organisations des handicapés. Et je dirais que ce sont des personnes comme vous et moi. Et l'handicap, en fait, c'est comme une maladie, mais c'est une personne comme vous et moi, et ce sont des gens qu'il faut considérer et non regarder le physique. Ce sont des gens, il y a beaucoup d'intellectuels parmi ces handicapés-là. Et bon, ils se sentent dans un monde à eux, c'est parce que des fois, un regard leur fait comprendre qu'ils ne sont pas comme nous. La façon de les traiter les fait comprendre qu'ils ne sont pas comme nous. Mais je dirais, non, ce sont des personnes comme nous. Et c'est le fait justement que nous les traitons de cette manière qu'ils se sentent rejetés. Alors, ces personnes, nous devons les prendre comme une personne normale, hein, comme un ami, comme quelqu'un qui cherche du travail, comme quelqu'un qui veut bâtir sa vie, comme vous et moi. Donc, ces handicapés, ne les écartons pas, ne les rejetons pas, mais prenons-les avec nous et pour que nous puissions, avec eux, faire un monde nouveau.
c'est-à-dire un monde où les handicapés, comme un homme normal, puissent se dire, voilà, je suis gabonais, il n'y a pas de différence. C'est un monde où chacun à son niveau, chacun avec son handicap. Bon, il n'y a pas que les handicaps physiques, hein, vous savez, il y a aussi d'autres handicaps. Donc, que tous, nous puissions sentir que nous sommes tous d'un même pays et que tous, nous pouvons faire la même chose et qu'il n'y ait pas d'abandonner ou d'écarter. Merci. Les enfants handicapés, c'est pour ça que je disais que si les parents ne leur donnent pas suffisamment d'amour, ils se sentent rejetés, ils se replient sur eux-mêmes. Et le problème, c'est que beaucoup de parents, certains parents bien sûr, n'ont pas les moyens. Ils n'ont pas les moyens et ils laissent l'enfant handicapé à la maison. D'autres, c'est un peu une honte d'avoir un enfant handicapé qui ne fait rien et reste à la maison. Alors, moi, je conseillerais justement à ces mamans d'aider leurs enfants. Bon, malheureusement, ceux-là qui n'ont pas de moyens, c'est un peu difficile. Mais ceux-là qui peuvent, il y a les écoles pour handicapés qui sont gratuites. On ne paye pas. Donc, pour encourager ces mamans, je leur dirais d'aller les inscrire dans ces établissements et qui n'aient pas honte. C'est un enfant comme un autre qui peut, quand il sera adulte, travailler et avoir une famille. Je donnerai l'exemple de quelqu'un, j'ai pris le train il y a 2 semaines, il y avait un handicapé. Alors, ce sont les autres qui l'accompagnaient, il allait en mission. Il est monté dans le train, il essaye de monter avec ses mains et il prend la chaise, les autres amènent la chaise. Et quand vous l'entendez discuter, quand vous l'entendez parler, mais il est vraiment, c'est même lui qui dans le train, quand il y a eu quelques voix élevées, parce qu'il y avait des gens qui ne se comprenaient pas. Mais quand j'ai entendu ce monsieur raisonner aux deux, c'est-à-dire leur expliquer que non, mais voilà, vous avez fait ça, en principe, vous ne devez pas le faire. Hein? Vous êtes responsable d'un train, c'est vous qui devez calmer les clients qui viennent au lieu encore de les exciter. Je vous assure que j'ai été émerveillée. Et ce monsieur, il est resté dans le train comme quelqu'un, il travaille. Et il me disait que non, il allait en mission dans une province du Gabon et qu'il en a pour 4 ou 5 jours et il devait revenir. Et curieusement, on est revenus ensemble. Et ce monsieur, vraiment, il est marié, il a 2 enfants et vous voyez, il travaille. Donc je me dis, certains parents qui n'aient vraiment pas honte de leurs enfants. Dieu donne tout. Et Dieu aussi peut permettre à cet enfant handicapé d'être quelqu'un de maître, c'est-à-dire d'être un homme normal qui est marié et qui a fait ses enfants et qui a ses enfants. Donc, je les conseillerais plutôt de se tourner justement vers ces centres de formation, puisqu'ils ont aussi un centre où on apprend le langage. Et je vois beaucoup à la télé, quand il y a un journal télévisé, ben, ce sont eux qui expliquent aux autres ce qui se passe. Vous voyez que même là, les sourds-muets, ils peuvent aussi, ils ont leur journal. Donc, quand le journaliste explique, eux ici sont en train d'expliquer, de donner des nouvelles aux autres comme eux. Donc, un enfant handicapé, c'est d'abord un enfant. Donc, au lieu de l'enfermer, que la maman
les parents l'accompagnent avec beaucoup d'amour parce que ces enfants, il faut leur donner plus d'amour qu'un enfant normal. Parce que des fois, dans leur tête, ils ne comprennent pas pourquoi moi, pourquoi je suis là. Donc, donner beaucoup plus d'amour et les accompagner et les considérer comme un enfant normal. Nous nous penchons à présent sur un jeune homme, il s'appelle... Nous nous penchons à présent sur Kevin Atta Gay, un jeune homme qui a traversé le handicap et qui aujourd'hui se penche justement, qui aujourd'hui se penche désormais sur les enfants handicapés pour leur apporter son témoignage et les soutenir dans les épreuves que représentent les différents traitements médicaux et surtout le regard des autres. Mannequin et styliste, Kevin est également auteur d'un livre qui redonne l'espoir aux enfants handicapés. Nous l'avons reçu à la Belle TV. Je m'appelle Kevin Tai, je suis acteur, mannequin, je fais des poses, je suis mannequin et acteur en même temps. J'ai 17 ans et j'ai eu en commun qui a duré, j'ai eu 9 ans de rééducation et maintenant je veux dire aux enfants qui ont eu un long handicap de croire en eux et que Dieu est avec eux et que Dieu va les sauver. Comment j'ai vécu mon handicap? Il y avait des gens qui me disaient tu vas pas y arriver, tu vas pas réussir ta vie et moi je me suis dit avec Dieu, je me suis dit je vais y arriver, je vais me relever et marcher correctement. Je me sens bien dans ma peau, bien dans mon esprit, je me sens bien dans mon corps quoi. Le Kevin d'aujourd'hui, il peut, bon, je peux faire beaucoup de choses et aussi je suis aussi un mannequin, une star, tout quoi. Je vais vous montrer comment je défile et comment je fais quelques poses quoi. Never Give Up. Pourquoi Never Give Up? Ce livre parle de mon vécu, de ce que j'ai vécu, mon handicap, tout. Je savais pas marcher, je savais pas parler, je savais pas marcher. Maintenant, je sais parler, je sais marcher. Never Give Up. J'ai choisi ce titre parce que Never Give Up, c'est ne jamais lâcher. Et comme moi, je n'ai jamais lâché, je me suis dit, pourquoi pas écrire ce livre? Pourquoi pas écrire ce livre pour les enfants qui ont eu, pour les enfants qui ont eu des moments difficiles dans leur vie, je veux leur dire de ne jamais lâcher et que Allah est toujours avec eux ou quoi.
Il faut croire en Dieu, croire en ses capacités. Et vous allez y arriver. C'est ainsi que s'achève cette première partie de cette thématique concernant l'enfant handicapé. Dans la deuxième partie de cette thématique, éducateur, maman également, nous parlerons de la vie de l'enfant handicapé, la prise en charge et également des membres d'associations et ONG. Nous parlerons de leur travail avec les enfants handicapés, du soutien qu'on peut apporter aux familles et de la prise en charge de l'enfant handicapé. Je vous souhaite une bonne suite des programmes sur la Belle Télévision.